Tu ne fais rien de particulier. Tu entres, tu t'installes, tu commences à parler, ou peut-être même pas encore. Tu es simplement là. Et quelque chose change dans la pièce. Les conversations se réorientent légèrement. Les regards reviennent vers toi plus souvent qu'ils ne le font vers les autres. Les personnes autour de toi semblent s'organiser autour de ta présence sans que personne n'ait décidé que c'était ainsi. Tu ne l'as pas cherché. Tu n'as pas fait d'effort particulier pour être vu ou entendu ou reconnu. Tu n'as pas préparé une entrée remarquable. Tu n'as pas calculé comment faire impression. Et pourtant, quelque chose s'est passé. Quelque chose que tu as peut-être remarqué depuis longtemps. Peut-être depuis l'enfance. Cette façon qu'ont les espaces de répondre à ta présence d'une façon légèrement différente de la façon dont ils répondent à la présence des autres. Et tu t'es peut-être demandé pourquoi. Ce soir, je vais te répondre. A single piano note enters, résonnant, grounded. Then music, slow and steady. Pas avec des généralités flatteuses, pas avec des affirmations vagues sur le charisme ou le leadership, mais avec quelque chose de plus précis, de plus profond, de plus utile. Avec ce que Carl Jung, l'homme qui a passé sa vie à comprendre les forces invisibles qui gouvernent la psyché humaine, aurait dit sur ce que cette présence particulière révèle vraiment. Ce n'est pas simplement de la personnalité, ce n'est pas simplement de la confiance en soi, c'est quelque chose de beaucoup plus structurel. Et comprendre ce que c'est, vraiment, va changer la façon dont tu portes et dont tu utilises ce que tu as. Reste jusqu'à la fin, commençons par démanteler quelque chose. Quand on parle de présence, de cette capacité à devenir l'énergie dominante d'un espace sans effort apparent, la réponse culturelle habituelle est très prévisible. C'est du charisme. C'est de la confiance en soi. C'est une forte personnalité. C'est le leadership naturel. Ce sont des qualités que certains ont et d'autres n'ont pas. Et cette réponse n'est pas fausse. Mais elle est superficielle. Elle décrit le phénomène sans expliquer ce qui se passe vraiment en dessous. Elle nomme les faits sans toucher à la cause. Et en restant à ce niveau de surface, elle rate quelque chose d'essentiel sur ce que cette présence particulière révèle vraiment. Carl Jung aurait approché cette question très différemment. Jung ne s'intéressait pas aux phénomènes de surface. Il s'intéressait aux structures profondes, aux forces psychiques qui produisent les comportements et les réalités visibles, aux couches de la psyché que la conscience ordinaire ne perçoit pas, mais qui gouvernent pourtant une grande partie de ce qui se passe entre les êtres humains. Et ce qu'il aurait dit sur cette présence que tu dégages sans la chercher, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question d'énergie psychique, une énergie très particulière, avec une source très précise, et des implications très réelles pour la façon dont tu navigues ta vie, tes relations, et ce que tu es destiné à faire dans le monde. Mais avant d'aller là, je dois te dire quelque chose d'important. Cette présence que tu as, cette énergie qui devient naturellement dominante dans les espaces, n'est pas une validation de ta valeur personnelle. Je dis ça délibérément, parce que ce serait facile de faire une vidéo qui dit simplement « tu as cette présence parce que tu es extraordinaire » et de s'arrêter là. Ça ferait du bien à entendre. Ça accumulerait des vues facilement, mais ce ne serait pas honnête. Et l'honnêteté te sert mieux que la flatterie. Cette présence révèle quelque chose de réel et de précieux sur ta structure psychique. Mais elle vient aussi avec des ombres, des responsabilités, des pièges spécifiques que les personnes qui ont ce type de présence rencontrent régulièrement. Et comprendre les deux, la force et l'ombre, c'est ce qui te permet d'utiliser ce que tu as plutôt que d'en être gouverné. Pour comprendre la source de cette présence, je dois te parler d'un concept central dans la psychologie de Jung. Il l'appelait l'énergie psychique, ou plus précisément, la libido au sens jungien du terme. Pas au sens freudien restreint, mais au sens beaucoup plus large d'une énergie vitale fondamentale qui alimente toute activité psychique. Selon Jung, cette énergie psychique n'est pas distribuée de façon égale chez tous les êtres humains. Certaines personnes
ont une plus grande quantité d'énergie psychique disponible. Une vitalité intérieure plus intense, un niveau d'activation de leur inconscient plus élevé. Et cette énergie, quand elle est suffisamment intense et suffisamment intégrée, produit quelque chose de perceptible. Elle produit une présence. Pas une présence performée, pas une présence construite par des techniques de communication ou de leadership, mais une présence organique. Une qualité d'être dans l'espace qui rayonne à partir de l'intérieur et que les autres perçoivent avant même que tu aies dit ou fait quoi que ce soit. Jung observait que les personnes avec cette qualité de présence ont généralement une caractéristique commune. Elles ont une relation active et intense avec leur inconscient. Pas nécessairement consciemment, pas nécessairement de façon travaillée ou thérapeutique, mais leur vie intérieure est riche, active, en mouvement permanent. Elles traitent constamment des informations, émotionnelles, symboliques, relationnelles, à un niveau de profondeur que beaucoup de personnes n'atteignent pas. Et cette activité psychique intense rayonne, parce que l'inconscient n'est pas hermétiquement séparé du monde extérieur. Il communique, il projette, il crée des effets dans l'espace partagé entre les êtres humains. Et quand l'inconscient d'une personne est particulièrement actif et particulièrement riche, les autres le ressentent, sans pouvoir toujours l'expliquer, sans même être conscients de ce qui se passe. Ils sont simplement attirés vers cette présence, orientés par elle, influencés par elle. C'est ce que Jung appelait l'effet de projection inconsciente, la façon dont l'état psychique intérieur d'une personne crée des effets réels dans l'espace relationnel autour d'elle. Et ce que les autres perçoivent quand tu entres dans une pièce, c'est précisément ça. Pas ton apparence, pas tes accomplissements, pas ta personnalité de surface. L'intensité de ta vie intérieure qui rayonne vers l'extérieur sans que tu aies à faire quoi que ce soit pour la projeter. Maintenant, je veux être précis, parce que cette présence que tu dégages ne vient pas d'une seule source. Elle est alimentée par plusieurs dimensions de ta structure psychique. Et comprendre ces dimensions, comprendre ce qui génère vraiment ce que les autres ressentent, est essentiel pour pouvoir l'utiliser consciemment plutôt que de simplement le subir. Source numéro 1. Une connexion profonde à tes propres valeurs. La première source de cette présence particulière est peut-être la moins visible, mais la plus fondamentale. Tu sais ce que tu penses. Pas sur tout parfaitement, mais sur les choses qui comptent. Tes valeurs, ce qui est juste, ce que tu représentes. Tu as une clarté intérieure qui n'est pas commune. Et cette clarté crée quelque chose de perceptible. Parce que la plupart des gens naviguent leur vie dans une certaine ambiguïté sur ce qu'ils pensent vraiment. Ils adaptent leur position selon le contexte. Ils cherchent le consensus avant de se positionner. Ils ressentent le besoin d'approbation avant d'affirmer quelque chose. Et cette ambiguïté produit une énergie diffuse, dispersée, qui ne crée pas de présence forte parce qu'elle ne part pas d'un centre stable. Toi, tu pars d'un centre. Même si tu ne l'articules pas toujours, même si tu ne cherches pas à le démontrer. Il est là, et les autres le sentent. Jung aurait dit que c'est la marque d'une psyché organisée autour de son propre soi, plutôt qu'autour des attentes externes. Et cette organisation interne crée une cohérence, une intégrité au sens structural du terme, qui rayonne. Source numéro 2. Une présence émotionnelle authentique. La deuxième source est liée à la façon dont tu habites tes émotions. Tu ne les performes pas. Ce n'est pas que tu sois particulièrement expressif ou démonstratif, mais quand tu ressens quelque chose, de la curiosité, de l'enthousiasme, de la tristesse, de l'indignation, ça vient de quelque chose de réel. Pas d'une façon calculée pour produire un effet sur les autres. Et cette authenticité émotionnelle crée quelque chose de rare, parce que la plupart des interactions humaines sont filtrées. Les gens gèrent leurs émotions pour correspondre à ce qui est socialement approprié. Ils présentent une version contrôlée, lissée, socialement acceptable de ce qu'ils ressentent. Et cette gestion permanente crée une légère distance entre eux et les autres.
Toi, cette distance est plus fine. Pas parce que tu es sans limite ou sans filtre, mais parce que ce que tu projettes est plus directement connecté à ce que tu ressens vraiment. Et les autres perçoivent cette authenticité, même inconsciemment, comme quelque chose de plus réel, de plus présent, de plus vivant. Et ils sont naturellement attirés vers ce qui semble plus vivant que la moyenne. Jung appelait ça la vitalité de la présence authentique. Cette qualité d'être réellement là, réellement engagé, réellement en contact avec sa propre expérience intérieure, plutôt qu'en train de la gérer depuis une distance calculée. Source numéro 3. Une capacité à voir les gens vraiment. Voici quelque chose de très concret. Tu remarques les gens, pas superficiellement, pas de façon performative. Mais tu as cette capacité à percevoir des choses chez les personnes que tu rencontres. Des états émotionnels, des besoins non dits, des qualités sous-estimées, que beaucoup ne perçoivent pas. Et cette perception, même quand elle ne s'exprime pas explicitement, crée quelque chose. Les gens ressentent quand ils sont vraiment vus. Pas flattés, pas évalués, mais vus. Et cette expérience d'être vu est suffisamment rare pour être profondément attractive. Ils ne savent pas toujours pourquoi ils se sentent plus vivants autour de toi, plus eux-mêmes, plus à l'aise pour être ce qu'ils sont vraiment. Mais la raison est celle-là. Tu crées un espace dans lequel être soi-même semble plus possible parce que tu regardes vraiment. Jung parlait souvent de la façon dont la conscience d'une personne peut créer un espace de croissance pour les autres. Que quand quelqu'un nous perçoit avec profondeur et précision, quand quelqu'un voit ce qu'on est au-delà de ce qu'on montre, quelque chose se déverrouille, quelque chose devient possible. Et cette capacité que tu as à voir vraiment, elle est une grande partie de ce qui fait que les espaces s'organisent naturellement autour de ta présence. Source numéro 4. Une tolérance plus haute à l'incertitude et à l'inconfort. La 4e source est peut-être la moins évidente. Tu peux rester dans l'incertitude sans avoir besoin de la résoudre immédiatement. Quand une situation est ambiguë, quand une conversation touche quelque chose de difficile, quand l'espace devient inconfortable, une tension non résolue, un conflit sous-jacent, quelque chose que les autres préfèrent éviter. Tu n'as pas cette urgence de fuir ou de résoudre ou de remettre tout le monde à l'aise à n'importe quel prix. Tu peux rester, et cette capacité à rester dans ce que les autres fuient crée quelque chose de puissant. Parce que dans les groupes humains, c'est souvent la personne qui peut tolérer l'inconfort qui finit par orienter l'espace. Parce que les autres organisent leur comportement autour de l'évitement de cet inconfort. Et la personne qui n'a pas besoin de l'éviter, qui peut le tenir, le traverser, rester stable dedans, crée naturellement une forme d'ancrage. Un ancrage autour duquel les autres s'organisent. Jung appelait ça la fonction de contenance, cette capacité à tenir des tensions que les autres ne peuvent pas tenir. Et les personnes qui ont cette fonction créent naturellement une présence centrale dans les espaces relationnels. Pause musicale. Laquelle de ces 4 sources te semble la plus proche de ce que tu vis? Dis-moi en commentaire. Je lis chaque message. Maintenant, je dois te parler de quelque chose que beaucoup de vidéos sur ce sujet évitent, parce qu'il serait très facile de continuer dans la direction flatteuse, de parler uniquement de la force de cette présence, de te dire que c'est un don extraordinaire et de s'arrêter là. Mais ce serait te faire un mauvais service. Parce que cette présence, comme tout ce qui est réellement fort, a une ombre, des défis spécifiques, des pièges particuliers que les personnes avec ce type de présence rencontrent régulièrement. Et les voir clairement est aussi important que de comprendre la force. Le premier défi, la projection des autres. Voici quelque chose que tu connais peut-être sans l'avoir nommé clairement. Parce que tu as une présence forte, parce que tu crées un espace dans lequel les gens se sentent plus vivants ou plus vus ou plus en sécurité. Ils ont tendance à projeter sur toi des attentes, des besoins, des fantasmes parfois. Ils font de toi quelque chose que tu n'es pas nécessairement. Un sauveur, un guide, la personne qui va tout comprendre et tout résoudre, quelqu'un de plus fort, plus sage,
plus constant que n'importe quel être humain réel ne peut l'être. Et quand tu ne corresponds pas à cette projection, quand tu as tes propres doutes, tes propres limites, tes propres mauvaises journées, la déception peut être violente. Jung appelait ça le problème de la projection. Cette tendance humaine universelle à attribuer aux autres des qualités qui viennent de notre propre monde intérieur. Et les personnes avec une forte présence sont des cibles privilégiées pour ces projections. Gérer ça, distinguer ce que tu es vraiment de ce que les autres ont décidé que tu es, demande une vigilance constante et une clarté sur toi-même qui ne s'installe pas sans travail. Le deuxième défi, l'isolement que la présence crée. Voici quelque chose de paradoxal. Tu es souvent au centre des espaces. Les gens gravitent vers toi. Les conversations s'orientent vers toi. Et pourtant, tu peux te sentir profondément seul. Parce que quand tu es toujours l'énergie qui ancre les autres, quand tu es toujours celui ou celle vers qui les gens se tournent, il y a peu de place pour que quelqu'un te contienne à ton tour. Peu de place pour ta propre vulnérabilité. Peu de place pour être toi-même dans ta complexité plutôt que dans ta fonction. Les gens viennent vers ta présence, mais ils viennent souvent vers une version de toi. La version stable, la version qui tient l'espace, plutôt que vers la totalité de qui tu es. Et cette solitude particulière, la solitude de celui qui porte beaucoup, mais est rarement vraiment porté à son tour, est l'une des expériences les plus communes et les moins nommées des personnes avec ce type de présence. Le troisième défi, la tentation de l'abus de présence. Je dois dire ça directement. Une présence forte est aussi un pouvoir réel sur les espaces et les personnes. Et ce pouvoir peut être utilisé avec intégrité, pour créer des espaces plus vrais, pour aider les autres à devenir plus eux-mêmes, pour apporter quelque chose de précieux dans les endroits où tu passes, où il peut être utilisé de façon moins consciente, pour dominer, pour contrôler, pour satisfaire un besoin d'être au centre, qui n'est pas toujours sain. La ligne entre les deux n'est pas toujours claire. Et les personnes avec une forte présence doivent développer une honnêteté avec elles-mêmes sur leur motivation réelle. Est-ce que tu utilises cette présence pour servir les espaces dans lesquels tu te trouves? Ou est-ce que tu en as parfois besoin pour toi, pour te sentir existant, reconnu, important? Ces deux choses peuvent coexister. Elles coexistent souvent. Et les reconnaître toutes les deux, sans se juger, mais avec honnêteté, est ce qui permet d'utiliser ce qu'on a d'une façon qui est vraiment alignée avec ce qu'on veut être. Jung avait beaucoup réfléchi à la question de la responsabilité psychique. Il croyait que ceux qui ont une plus grande présence, une plus grande influence psychique sur les espaces et les personnes, portent aussi une plus grande responsabilité. Pas une responsabilité morale abstraite, mais une responsabilité très concrète envers ce qu'ils créent autour d'eux. Parce que la présence n'est pas neutre. Elle fait quelque chose. Elle crée des effets réels. Elle influence les espaces, les dynamiques, les personnes qui la reçoivent. Et cette influence peut nourrir ou épuiser, ouvrir ou fermer, élever ou diminuer, selon comment elle est portée. Première responsabilité. Être conscient de l'effet que tu crées. La première chose que Jung demanderait est simple. Deviens conscient, pas obsédé, pas paralysé par la peur de ton influence, mais conscient, attentif à ce qui se passe dans les espaces après ton passage. Attentif à la façon dont les gens changent autour de toi. Dans quel sens, vers quoi, loin de quoi. Cette conscience est le premier pas vers une présence utilisée avec intégrité. Parce qu'on ne peut pas être responsable de ce qu'on ne voit pas. Deuxième responsabilité, faire le travail sur toi-même. Jung était catégorique sur ce point. Une présence forte sans travail intérieur sérieux est dangereuse. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que les parties de toi que tu n'as pas examinées, tes blessures non reconnues, tes zones d'ombre, tes besoins non conscients, vont rayonner avec la même intensité que le reste. Et quand une présence forte rayonne de ces zones d'ombre non travaillées, les effets peuvent être réels et parfois douloureux pour ceux qui la reçoivent. Le travail intérieur, cette pratique régulière de se regarder honnêtement,
de travailler ses projections, de comprendre ses motivations, n'est pas optionnel pour quelqu'un avec ce type de présence. C'est une exigence fondamentale. Troisième responsabilité. Utiliser cette présence pour créer de l'espace pour les autres. Voici peut-être la responsabilité la plus précieuse, la présence la plus rare et la plus précieuse selon Jung, n'est pas celle qui occupe tout l'espace, c'est celle qui crée de l'espace pour les autres, qui utilise son ancrage et sa stabilité, non pas pour être au centre, mais pour permettre aux autres d'exister plus pleinement, pour créer les conditions dans lesquelles les personnes moins visibles peuvent être vues, dans lesquelles les voix moins fortes peuvent être entendues. Cette forme de présence, une présence qui se met au service de l'émergence des autres plutôt que de sa propre centralité, est ce que Jung aurait appelé une présence individuée. Pas une présence qui s'impose, mais une présence qui libère. Je veux maintenant te parler de ce que cette présence, quand elle est portée consciemment et avec intégrité, te permet de faire dans le monde. Pas en termes abstraits, pas en termes de grandeur ou de destin extraordinaire, mais en termes très concrets de ce que tu apportes naturellement aux espaces dans lesquels tu te trouves. Tu crées des conditions de vérité. Les espaces dans lesquels tu es présent ont tendance à être des espaces dans lesquels les choses vraies peuvent être dites. Pas toujours immédiatement, pas toujours confortablement. Mais ta présence crée quelque chose qui ressemble à une permission d'être réel. Et cette permission est rare. La plupart des espaces sociaux sont des espaces de gestion des impressions, des conflits, des vulnérabilités. Ta présence peut créer quelque chose d'autre. Un espace dans lequel la vérité a plus de place. Tu ancres les situations difficiles. Quand les choses deviennent dures, quand la tension monte, quand l'incertitude augmente, quand les autres perdent pied. Ta capacité à rester stable devient quelque chose de concret pour les personnes autour de toi. Pas parce que tu résous tout, pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que ta présence dit quelque chose de simple et de profondément rassurant. Ça peut être tenu. On peut rester dans ça sans s'effondrer. Et cette certitude silencieuse, transmise non par les mots mais par la présence, est l'une des choses les plus précieuses qu'un être humain puisse offrir à un autre. Tu facilites l'émergence de ce qui était caché. Parce que tu vois vraiment, parce que ta présence crée cet espace de sécurité dans lequel être soi-même semble plus possible, les personnes autour de toi ont tendance à montrer des parties d'elles-mêmes qu'elles ne montrent pas facilement ailleurs. Des parties plus vraies, plus vulnérables, plus essentielles. Et cette émergence, ce processus par lequel quelqu'un devient plus lui-même dans ta présence, est peut-être le cadeau le plus profond que cette présence particulière permet. Je veux terminer avec quelque chose d'honnête. Cette présence que tu as, cette énergie qui devient naturellement dominante dans les espaces sans que tu la cherches, n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Ce n'est pas la garantie d'un bon caractère. Ce n'est pas la garantie d'une bonne influence. Ce n'est pas la garantie d'une vie bien vécue ou de relations profondes ou d'une contribution réelle au monde. C'est une capacité. Et comme toutes les capacités, comme toutes les formes de force, ce qui compte, ce n'est pas de l'avoir. C'est ce qu'on en fait. Jung croyait que les personnes avec les présences les plus intenses, les psychés les plus actives, les énergies les plus rayonnantes, portent aussi la plus grande responsabilité de se connaître elles-mêmes honnêtement, de travailler leurs ombres, de regarder en face les parties d'elles-mêmes qui sont moins flatteuses que cette présence lumineuse que les autres perçoivent. Parce que la lumière et l'ombre sont toujours proportionnelles. Plus la présence est forte, plus l'ombre est potentiellement grande si elle n'est pas regardée en face. Ce n'est pas une mise en garde sombre. C'est simplement l'invitation à être aussi honnête sur tes zones d'ombre que tu l'es, ou peux l'être, sur tes forces. Et si tu acceptes cette invitation, si tu portes ce que tu as avec conscience et avec honnêteté, avec cette attention à l'effet que tu crées et cette volonté de te regarder vraiment, alors, ce que tu apportes naturellement aux espaces dans lesquels tu te trouves
Cette façon de créer des conditions de vérité, d'ancrer ce qui est difficile, de permettre aux autres d'être plus eux-mêmes, devient quelque chose de précieux. Pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu utilises ce que tu as avec conscience. Et ça, cette combinaison de présence naturelle et de conscience intentionnelle, c'est rare. Et ça compte. Si cette vidéo a nommé quelque chose que tu vis depuis longtemps sans avoir les mots pour le décrire, je veux que tu fasses une chose. Laisse un commentaire. Mais je veux te poser une question honnête. Est-ce que cette présence que tu as t'a déjà coûté quelque chose? Une relation? Une amitié? Un espace dans lequel tu as pris trop de place sans le vouloir? Pas juste les bons côtés. L'autre côté aussi. Je lis chaque message, et les réponses honnêtes sont les plus précieuses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit ça. Prends soin de toi. À très bientôt.